Noël 1943. Des soldats allemands font la fête devant les caméras de la propagande Steffol dans un blockhaus du mur de l'Atlantique. C'est sur le rivage du Pas-de-Calais que cette fortification qui s'étend de la Norvège à l'Espagne est la plus puissante. Des centaines de milliers de mines, des milliers d'obstacles sur les plages, des centaines de blockhaus, d'énormes batteries de canons. Nul doute. Pour les Allemands comme pour les gens du nord de la France, c'est là qu'aura lieu ce débarquement allié, tant attendu et tant redouté. Rommel inspecte à plusieurs reprises les défenses du Pas-de-Calais et les renforce. De Dunkerque à Boulogne, des milliers d'hectares de champs sont inondés sur son ordre pour empêcher une attaque aéroportée. Au printemps 1944, les raids des bombardements alliés s'intensifient brutalement. Il s'agit de préparer le débarquement en France. Les attaques deviennent massives, presque quotidiennes. Le Nord et le Pas-de-Calais reçoivent, à eux seuls, plus de la moitié du tonnage de bombes alliées larguées sur le territoire français pendant les 5 premiers mois de 1944. Les cibles prioritaires sont les voies de communication, les gares de triage, les centrales thermiques, les usines d'armement. Les raids frappent aussi les fortifications du littoral, car les Alliés veulent accréditer l'idée que le débarquement aura lieu sur les rivages du Pas-de-Calais. Les bombardiers matraquent également les chantiers des armes secrètes d'Hitler, les bunkers géants de Wizerne, d'Eperlek. Les rampes destinées à l'avion sans pilote, le futur V1, sont cachées dans les bois et les villages de l'Artois. Les chasseurs bombardiers font régner la peur sur toutes les routes de la région. Et ces avions empêchent aussi la navigation allemande dans le détroit.
les villes sont lourdement touchées par les bombardements en tapis. Ainsi, à Lille, lors de la terrible nuit du 10 avril, 400 morts en 35 minutes. En mai 1944, le réseau ferroviaire est paralysé. Le charbon s'entasse sur le carreau des mines, l'économie tout entière est asphyxiée. Le chômage se généralise. L'occupant réquisitionne les chômeurs pour déblayer les voies, sans grand résultat. Les écoles sont fermées le 13 mai. La population paye un lourd tribut au bombardement. Plus de 1000 tués en un mois pour le seul département du Nord. La presse officielle s'empare de ces épreuves pour tenter de retourner l'opinion contre les Alliés. Sans succès. Mais la population est à bout de souffle. Elle sort d'un rude hiver. Et puis le débarquement promis par Churchill depuis des mois et des mois est sans cesse reporté. Alors beaucoup perdent l'espoir et la propagande a beau jeu d'ironiser sur le retard des Alliés. La résistance du Nord et du Pas-de-Calais est affaiblie. La Gestapo a démantelé les réseaux. Voix du Nord, OCM, WO, Alliance. La police allemande se déchaîne car l'état-major craint une action des partisans sur ses arrières en cas de débarquement. Alors la SS arme des groupes de collaborateurs pour traquer les résistants et en avril, la milice entre dans la danse macabre. Dans la nuit du 1er au 2 avril, en représailles à un sabotage ferroviaire, des éléments de la division SS Hitlerjugend massacrent 86 civils à Ask. L'émotion est considérable. Ce drame semble préfigurer les exactions qui ne manqueront pas d'accompagner un débarquement dans le Pas-de-Calais. Attente et angoisse se conjuguent. La radio donne la nouvelle dans l'après-midi du 6 juin. Le débarquement allié a eu lieu en Normandie.
Dans le nord, c'est la joie et le soulagement, car la bataille tant redoutée aura lieu à 300 km au sud-ouest. Mais l'été sera interminable. Les Allemands s'accrochent farouchement dans le bocage. La puissante 15e armée stationnée dans le nord ne bouge pas jusqu'à la fin juillet. L'état-major allemand continue de croire que le débarquement principal se produira sur le rivage du Pas-de-Calais. Dès l'annonce du débarquement, la résistance est entrée en action. Le moral est revenu. Elle multiplie les sabotages contre les voies de communication, les lignes téléphoniques. Mais les armes manquent. Les comités départementaux de libération, qui regroupent tous les courants de la résistance, sont partagés sur la stratégie à adopter. Les communistes préconisent l'insurrection immédiate. Leurs partenaires veulent respecter les consignes plus prudentes de Londres. La brutalité de la répression règle la question. Il faudra attendre l'arrivée des Alliés pour déclencher le soulèvement. Le 13 juin débute l'offensive des bombes volantes V1 contre Londres. Elles sont catapultées à partir des rampes du Pas-de-Calais. Pendant que la population londonienne connaît 80 jours d'épreuve, les gens du Nord et du Pas-de-Calais doivent supporter une nouvelle vague de bombardements. Les Alliés s'acharnent sur les grands bunkers d'armes secrètes, sur les rampes de V1 et leur stockage. Les nerfs sont à vif. La propagande Stiefel joue sur les peurs. Elle édite de faux tracts de la résistance qui promettent vengeance et épuration sanglante. Les sentinelles allemandes, inquiètes,
dans la gâchette facile. De nombreux civils désarmés en font la triste expérience. Après le 15 août, les premiers signes d'un départ de l'occupant sont perceptibles. Des équipes de spécialistes démontent les machines dans les usines, mais le temps leur manque pour saboter les installations économiques vitales, comme en 1918. L'annonce de la libération de Paris, le 25 août, précipite la débâcle. L'ennemi chancelle. L'ennemi n'est pas encore abattu. Il en reste sur notre territoire. Goguenard, les nordistes observent par leurs fenêtres la retraite des troupes allemandes battues en Normandie. Les appareils photos sortent de leur cachette et fixent les images les plus dérisoires de cette déroute. Ce même 25 août, la grève générale commence dans le bassin minier où la résistance communiste domine. Le déménagement des services allemands s'accélère. Avant de partir, l'occupant brûle des tonnes et des tonnes d'archives, incendie les casernes, sabote les ports. Le 31 août, les troupes alliées qui viennent de franchir la Seine se ruent vers la frontière belge. Le 1er septembre, les premières unités anglaises s'approchent d'Arras. Mais alors, un drame se noue à Lille. 1200 patriotes prisonniers sont évacués par les Allemands de la prison de Loos sans que les résistants puissent intervenir. Le train de Loos quitte Tourcoing à 18 heures. Presque tous ces voyageurs forcés périront dans les camps de concentration. L'avance des armées alliées est plus rapide que celle des Allemands lors de l'invasion de 1940. Mais les conditions militaires ne sont pas comparables. En 1944, les Anglo-Américains poursuivent une armée en déroute après la bataille d'anéantissement en Normandie qui a demandé 3 mois de sacrifice.
La région est libérée par les Canadiens et les Polonais qui remontent le long du littoral, par les Britanniques qui se dirigent vers l'île et par les Américains qui évoluent plus à l'est. La progression alliée ne rencontre guère de résistance. Seules quelques unités SS combattent jusqu'au bout. À Bruay, à Seclin, à Denain, ils massacrent des civils sur leur passage. Les prisonniers allemands se comptent par milliers. Contournant l'agglomération lilloise, les Britanniques entrent en Belgique. Les Britanniques libèrent Bruxelles le 3 septembre. Et la joie des Belges vaut celle de leurs voisins nordistes.
Anvers est prise le 4 septembre. Grâce à l'action de la résistance, le port est intact. Depuis le 2 septembre, l'insurrection a commencé à Lille. Les résistants occupent la rue. Ils édifient des barricades et s'affrontent aux îlots de résistance allemands. La préfecture est prise dès les premières heures du soulèvement. Le comité départemental de libération installe un nouveau préfet. La ville est en effervescence. Le premier Britannique, un motocycliste égaré, est absorbé par la foule. À 17h, les premiers blindés roulent sur les boulevards. C'est la liesse, des drapeaux partout, à chaque maison, à chaque fenêtre. Dans cette libération de la région par les armées alliées, la résistance a joué un rôle aussi ingrat qu'important. Ces combattants, souvent jeunes, peu expérimentés, ont dû compenser la faiblesse de leur armement par leur courage. Les FFI ont renseigné et guidé les troupes alliées pendant leur progression, harcelé l'ennemi en retraite. Beaucoup de soldats de la Wehrmacht se sont rendus, certains avec soulagement. Mais le bilan est lourd. Plusieurs centaines de résistants ont trouvé la mort en combattant. On découvre au même moment les charniers laissés par l'occupant. Près de 500 suppliciés dans des fosses communes, à Arras, à Valenciennes, dans les forts de la région lilloise. Otages et résistants fusillés, prisonniers russes abattus. La liberté retrouvée s'exprime par la joie, la fête, l'exaltation. Les photos prises par milliers, souvent floues du fait de l'émotion, montrent des foules où dominent femmes, enfants ou vieillards. Peu d'hommes adultes. Ils sont prisonniers en Allemagne. Des grappes de gamins et de jeunes filles sur les chars, les baisers aux vainqueurs. En souvenir d'une première libération, celle de 1918, les Britanniques sont particulièrement fêtés.
Les Alliés apportent l'abondance, cigarettes, chewing-gum, confitures, chocolat, boîtes de corned beef, baptisées singes. Les héros signent des autographes. La fête s'accompagne de réactions violentes. Des prisonniers sont malmenés, des collaborateurs molestés. Les femmes, celles qu'on a vues avec les Allemands, sont tondues, humiliées, couvertes de crachats. Évidemment, depuis la fin des combats, les effectifs des FFI ont explosé, au grand scandale des véritables combattants qui dénoncent les résistants de septembre et la foire au brassard. Au soir du 5 septembre 1944, 95% de la région sont libérés, de même que la majeure partie de la Belgique. Mais il reste des poches de résistance sur le littoral du Pas-de-Calais. Pendant des semaines, les Alliés s'activent à dégager les Bouches de l'Escaut, afin de débloquer Anvers. Au même moment, les Canadiens sont chargés de s'emparer des 3 ports du Nord, devenus forteresses, sur ordre d'Hitler. Ils emploient de gros moyens, bombardements préalables, utilisation de chars spéciaux. L'assaut contre Boulogne réussit après 4 jours de lutte. Le lieutenant-général Heym capitule avec 9500 hommes le 22 septembre. Parmi eux, des hommes âgés, mais aussi des gamins. Calais, à son tour, tombe le 1er octobre. Les prisonniers sont regroupés dans d'immenses camps de transit. Les Canadiens font vite taire les grandes batteries lourdes du Griné et du Blanc-Nez. Ici, la RAF pilonne l'objectif avant l'intervention des troupes au sol.
et la batterie Lindemann se rend. Les vainqueurs contemplent les monstres devenus inoffensifs. Mais les choses se passent plus mal devant Dunkerque. L'attaquant se heurte à une très forte résistance. Entre-temps, Anvers est dégagé. Et Dunkerque n'intéresse plus l'état-major allié. La ville devient pour 9 mois un front oublié. Le chef de la garnison, un nazi fanatique, l'amiral Frisius, refuse toute reddition. Début octobre, l'amiral Frisius accepte une trêve de 48 heures pour se débarrasser des bouches inutiles. 18 000 civils sur les 20 000 qui s'accrochaient à leur ville natale sont évacués. 2 000 irréductibles seront parqués dans un quartier de barbelés et soumis à de multiples corvées. Les réfugiés sont accueillis au pont du Grand Mille Bruges avant d'être réconfortés dans des centres d'hébergement. La fête est finie, on range les drapeaux. Le 3 septembre, le commissaire de la République, Francis Louis Clauzon, 34 ans, nommé directement par le général de Gaulle, prend ses fonctions à Lille.
Il est chargé de restaurer l'autorité de l'État républicain dans le Nord-Pas-de-Calais. Le 5 septembre, dans les locaux et avec le matériel des journaux compromis dans la collaboration, une presse nouvelle paraît. Rapidement, les comités départementaux de libération sont réduits à un rôle consultatif. Les FFI sont dissoutes, les volontaires intégrés à la nouvelle armée française. Clauzon s'emploie à rétablir l'ordre. Des milliers de suspects sont internés afin de les soustraire à la colère populaire. L'épuration sera, dans la région, modérée, mais également frustrante pour la majorité de l'opinion. Le 30 septembre, le général de Gaulle est dans sa ville natale. Le lendemain, dans un retentissant discours, il annonce des nationalisations et d'importantes réformes sociales. Ce voyage est le dernier signe de l'unité qui a accompagné le retour à la liberté. Dans ses mémoires, le général rappellera la vision de trop de visages dont le sourire n'efface ni la pâleur, ni la maigreur. Contrairement aux espoirs de la population, la libération ne signifie pas la fin de la guerre. Pendant l'hiver, le siège de Dunkerque est confié à des unités françaises démunies de tout. À leur côté, quelques artilleurs canadiens et une brigade tchèque. C'est une guerre d'escarmouches, dans le froid et dans la boue. À Dunkerque, la garnison allemande, ravitaillée par des sous-marins de poche, est soumise à une discipline de fer. L'amiral Frisius fait pendre les déserteurs au beffroi de l'hôtel de ville. Le 16 décembre, en liaison avec l'offensive des Ardennes, Frisius lance une contre-attaque. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, c'est la peur. La crainte d'une nouvelle invasion se répand. Le bruit court que des parachutistes ennemis se sont infiltrés partout. Version nouvelle de la 5e colonne de 1940.
En janvier 1945, la situation militaire est rétablie. L'hiver 44-45 est à nouveau glacial. Dans les villes bombardées, à Calais, à Boulogne, la situation des populations est désastreuse. On manque de tout. La destruction massive des réseaux de communication empêche l'approvisionnement régulier des usines. Les premières péniches de charbon parties de Douai sont arrivées à Paris au mois de novembre. Mais le combustible est réservé en priorité aux centrales thermiques et à l'industrie, alors que dans le nord, des nourrissons meurent de froid. Ce sont les hommes du génie britannique qui ont la lourde tâche de déblayer les ports nordistes. On demande aux mineurs de travailler plus, sous les ordres d'une maîtrise qu'ils haïssent et que l'épuration a épargnée. Des grèves sauvages éclatent. Il faut toute l'autorité de Maurice Thorez pour les éteindre. Plus tard, les mineurs monteront en première ligne de la bataille de la production.
En février 1945, la crise du ravitaillement s'aggrave. La viande, le lait, le beurre font défaut. Les prix du marché noir grimpent, enflammés par l'inflation. L'opinion se scandalise. Cette fois, on ne peut plus dire que les Boches prennent tout. En avril se déroule le premier tour des élections municipales. Les femmes votent pour la première fois. Mais la fraternité de la résistance cède la place aux rivalités politiques. L'annonce de la victoire du 8 mai suscite le soulagement, plus que la joie. Le lendemain, l'amiral Frisius capitule. Dunkerque est la dernière ville française libérée. C'est aussi la plus sinistrée. Et les Dunkerquois fêtent leur libérateur. Pour beaucoup de familles, la fin de la guerre signifie le retour des absents, les prisonniers, les déportés. Les 11 et 12 août 1945, le général de Gaulle effectue un deuxième voyage dans le Nord et le Pas-de-Calais. Il est frappé par l'étendue des destructions dans les villes côtières. Dans son discours à Béthune, il fait appel au travail, au courage, à la discipline des gens du Nord. En octobre dernier, 1,5 million de tonnes sont sorties de notre sol. Or, nos mineurs, au cours de ces dernières semaines, en ont tiré en moyenne 2 fois plus. Après la libération, ils en étaient à 40% de l'extraction d'avant-guerre. Les voici à 75%. Je suis sûr qu'ils iront bientôt jusqu'à 100% et davantage. Et voilà, les lampions sont définitivement éteints. Déjà, les esprits se tournent vers la tâche écrasante de la reconstruction.
reste quand même le beau souvenir de la liberté retrouvée. C'était une histoire d'amour. C'était comme un beau jour de fête, plein de soleil et de guinguettes, où le printemps me faisait la cour. Mais quand les histoires sont trop jolies, ça ne peut pas durer toujours. C'était une histoire d'amour. Ma part de joie, ma part de rêve, il a bien fallu qu'elle s'achève.